Donc, du coup, peut-être je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Cécile Offroy, je suis sociologue et je partage mon temps en fait entre deux mi-temps, on peut dire. Un mi-temps du coup de maîtresse de conférence associée à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc université de la Seine-Saint-Denis. Et à ce titre, je suis rattachée au laboratoire de recherche IRIS au HESS. Et puis, je travaille également mon autre mi-temps donc, à Opal. Donc, Opal, c'est un centre de ressources culture et économie solidaire, un centre de ressources qui existe depuis maintenant 35 ans et qui porte notamment, je le dis, puisque d'après ce que j'ai compris, la FEDE est engagée dans une démarche de DLA, porte une mission nationale de ressources culture hein, pour le DLA, donc le dispositif local d'accompagnement. Et à ce titre, donc, réalise pas mal de travaux donc sur tous les, je dirais, domaines de la culture et sur des problématiques transversales, notamment les questions de genre, mais pas que. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que c'est pas l'objectif, mais en tout cas, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Isole tout à l'heure, nous, on travaille, effectivement, on développe des partenariats, puisque dans le cadre de cette mission de portage, de cette mission ressources pour le DLA, elle est portée en fait par deux confédérations du secteur culturel, donc l'UFISC, l'Union des structures d'intervention, pardon, Union fédérale des structures d'intervention culturelle, et la COFAC, qui sont elles-mêmes composées de nombreuses fédérations. Et à ce titre, donc, on conduit un travail de ressources aussi dans la perspective d'accompagner la structuration en fait des différents organisations fédératives et réseaux du secteur culturel. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, c'était un peu institutionnel ce que je viens de dire. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, peut-être je vais juste, et même la slide d'après, peut-être je vais juste, du coup, recontextualiser un tout petit peu. Donc, ça, on peut passer aussi cette slide puisque Lorca et Isolde ont très bien resitué les objectifs. Donc, peut-être, du coup, revenir un peu sur la méthodologie. Donc, je vous disais que c'était une enquête qui était très dense. On a travaillé donc à la fois, on a essayé d'articuler en fait un dispositif d'enquête qui était à la fois quantitatif, c'est-à-dire qui cherchait à chiffrer un peu la question de la place des femmes dans l'art urbain, et qualitatif, c'est-à-dire qui cherchait à comprendre quels sont les processus qui sont à l'œuvre et éventuellement les freins qu'on peut identifier, mais aussi les stratégies, j'y reviendrai, que les femmes développent en fait dans ce milieu de l'art urbain. On a donc, comme on le disait, diffusé en ligne entre septembre 2024 et janvier 2025 un questionnaire quantitatif à destination des femmes artistes. Donc, quand je dis des femmes, pour répondre à la question, c'était aussi les femmes transgenres pouvaient tout à fait répondre à ce questionnaire. Il n'y avait absolument pas de limitation. Donc, des données qui ont été recueillies donc, relatives à l'année 2023, 32 questions qui portaient à la fois sur la situation résidentielle et familiale des artistes, sur les techniques et les médiums qu'elles peuvent employer, sur les activités développées, sur leurs conditions de travail, sur les aspects économiques aussi de leur pratique. Donc, 32 questions, auxquelles on a donc obtenu 211 réponses exploitables qui donc vont faire l'objet, en tout cas qui ont été traitées par ma collègue, je la cite, Christina Martin, qui est statisticienne à Opal. Ensuite, on a également mis en place une enquête documentaire sur Internet qui a été réalisée par Julie Daudet, donc, qui a cherché à appréhender, en fait, à partir d'une recherche Internet, la part des femmes dans les programmations, dans les médias et dans les ouvrages d'art urbain. Donc, vous voyez, donc, la recherche a été effectuée entre l'été et l'automne 2024. Elle a concerné 164 structures de diffusion et de médiatisation de l'art urbain, donc ce qui est considérable. 38% étaient situés en Île-de-France et 47% étaient des associations de la 1901. 75% étaient donc, comme vous le voyez là, ce qu'on a appelé des espaces de diffusion extérieure. Alors, je sais pas, j'ai le projecteur dans l'œil quand je lève le nez sur l'écran, mais c'est pas grave. Donc, super, merci.
Ce qu'on a appelé des espaces de diffusion extérieure, c'est-à-dire plutôt des commandes d'œuvres, des festivals, des lieux de programmation, des parcours, des résidences, voilà, tout ce qui se tient plutôt, on va dire, dans l'espace public extérieur. On a également enquêté auprès de, enfin, Julie Dupé a également conduit son enquête auprès de ce qu'on a appelé les espaces de diffusion intérieure, c'est-à-dire tout ce qui était plutôt centre d'art, musée, galerie, salle de vente, etc., qui représentent donc 17% des structures étudiées. Et enfin, donc, des espaces d'édition et de médiatisation, pardon, donc des maisons d'édition, des médias audiovisuels, mais aussi de la presse écrite, donc des magazines, par exemple, qui représentent donc 8% aussi des structures qui ont été étudiées. Les structures donc, ont été étudiées année par année, en fait. Donc, du coup, ça a donné lieu à 323 manifestations, collections permanentes, donc manifestations temporaires ou collections permanentes d'art urbain qui ont été étudiées. Quand je dis 323 manifestations, c'est 323 années je ne sais pas si je suis claire, si c'est clair, d'accord. Et puis, également, 58 soit catalogue, soit volume d'apparition annuelle consacré à l'art urbain. Et vous le voyez, la répartition, donc on a à peu près 40% de ces éléments qui sont relatifs à des années donc comprises entre 2001 et 2021, donc avant 2022. 27% qui concernent l'année 2022 et 29% qui concernent l'année 2023, 5% qui se sont révélés inexploitables, faute de données suffisantes. Mais vous voyez qu'on a quand même eu une belle, enfin, ça a été un travail énorme en fait que de repérer le nombre de femmes artistes, mais aussi le nombre de femmes dans les équipes qui conduisent en fait ces projets d'art urbain. On peut passer à la slide suivante. Enfin, le dernier gros morceau de l'enquête de terrain, ça a été donc des entretiens collectifs en focus group, entretiens collectifs qui se sont déroulés en janvier 2025, en visio, puisque le souhait était effectivement qu'on puisse accueillir aussi bien des artistes, des artistes que des programmateurs, programmatrices, diffuseurs, diffuseuses, médias, etc., de la France entière et pas qu'à métropolitaine d'ailleurs. Donc, c'est le choix qui a été fait d'organiser ces focus group en vidéo. On a donc eu deux groupes de femmes artistes donc, qui ont représenté 14 personnes. Donc, en fait, on a cherché aussi là dans le questionnaire, les femmes pouvaient laisser en fait leurs coordonnées si elles acceptaient d'être recontactées dans le cadre d'un focus group. Et on a donc cherché aussi à avoir une diversité de parcours en fait dans les personnes qui étaient interrogées en focus group. Ça a été des moments vraiment très chouettes. Je sais pas, je crois qu'il y a quelques personnes qui étaient présentes dans ce focus group, puisque du coup, c'était non seulement des temps de recueil de données, mais aussi des temps d'échange de la pratique et d'échange de tuyaux et de ficelles entre les personnes concernées. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis, dans deux groupes de diffuseurs et diffuseuses, un groupe plutôt, je dirais, associatif, avec plutôt des morts et des festivals représentés. Et puis, un groupe plus institutionnel, je dirais, donc avec plutôt des galeries, musées, centres d'art et éditeurs. En tout, donc, ce sont 31 personnes qui ont été interrogées dans le cadre de ces focus group. À chaque fois, c'était 2 heures, donc ça fait 8 heures d'entretien. C'est un matériel extrêmement riche. Et donc, le tout a été évidemment retranscrit, aussi anonymisé, ce qui fait que dans le courant de la présentation des résultats, vous verrez parfois apparaître des verbatims, c'est-à-dire des extraits de ces entretiens en bleu, suivi d'un prénom, parfois d'un âge et d'un statut, artiste ou programmateur, par exemple, ou programmatrice. Et là, vous verrez que donc ces personnes ont été évidemment anonymisées, puisque c'était très important, évidemment, pour la liberté de parole, de donner la garantie de l'anonymat. Enfin, dernier point, je l'ai déjà évoqué, mais je voudrais souligner aussi que on n'est pas dans le cadre d'une recherche sur l'art urbain, on est plutôt dans le cadre d'une recherche avec Iseult et Lorca en ont témoigné tout à l'heure, avec des acteurs et des actrices de l'art urbain. Les membres du groupe de travail, en tout cas, nous, c'est notre façon, moi, c'est ma façon de travailler à l'Opal en particulier. On associe vraiment pleinement en fait, les acteurs et les actrices
à la réflexion. On considère qu'on arrive dans un milieu et ce milieu, on est déjà au milieu quand on arrive dans un milieu, puisque les gens ont déjà commencé et souvent déjà pas mal développé en fait leur réflexion sur le sujet qu'ils ont envie de traiter. Donc, le but, c'est vraiment d'associer pleinement à la fois à la réflexion, au recueil de données, mais aussi à la production des analyses en fait les personnes concernées. Je pense que nous pouvons passer à la slide suivante. Alors, je vais aller très vite sur peut-être, il faut quand même que je replace un tout petit peu le cadre théorique de l'étude, donc la notion de l'art urbain, juste pour que ce soit que tout le monde qu'on la partage. Alors, je vais être assez synthétique là-dessus, mais du coup, vraiment, l'art urbain, on l'a entendu ici au sens qui est utilisé par la Fédération, des propositions artistiques protéiformes développées dans l'espace public depuis les années 60, illégales à l'origine et contextuelles, regroupées dans plusieurs mouvements et familles comme donc, le graffiti, le néomuralisme et le street art, donc affichage, pochoir, stickers, détournements, mais aussi performance, installation, déambulation, récit, etc. Donc, on est vraiment dans une acception large de la notion d'art urbain. Le concept de genre qui, donc, je vois, ça me trouble parce que genre, je vois Sifat que voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une autre vie et voilà, donc ça me perturbe un peu, mais je vais essayer de rester concentrée sur ma restitution. Donc, le concept de genre, donc vraiment, je dirais, l'armature conceptuelle de cette étude. Le concept de genre, en fait, il a été développé dans les années 70 en sciences humaines et sociales pour désigner vraiment la manière dont les sociétés pensent et traitent en fait la différence des sexes. Donc, en fait, quand on parle de genre, il faut opérer une distinction en fait entre, on va dire, les différences biologiques ou physiologiques qu'on peut observer entre les individus, donc ça c'est le sexe, et les rôles sociaux qui vont être attribués aux personnes en fait en fonction de leur sexe, et ça c'est le genre. Donc c'est vraiment important de le garder à l'esprit puisque c'est vraiment ça qu'on va décrire. Les rôles de genre, ils sont endossés par chacun et chacune au quotidien au cours d'un processus de socialisation qui est très long, qui dure tout au long de la vie, on pourrait dire, qui vont donc apprendre ces rôles de genre, nous apprendre ces rôles de genre, mais aussi les répéter, les mettre en scène en fait de manière permanente tout au long de notre vie, donc dans l'enfance, mais aussi dans le travail, dans l'espace public, voilà, plein d'occasions, et évidemment également à travers les médias et les arts. Donc, en fait, cet ordre du genre, en fait, il organise le masculin et le féminin selon deux grands principes. Un principe de séparation, dont vous voyez la petite illustration qui est tirée de la BD L'histoire du féminisme, je vous le dis pour si jamais ça vous intéresse. Donc, la petite illustration qui est plutôt en haut à droite et du coup qui montre que le principe de séparation organise en fait les activités, les qualités, les comportements, les métiers attendus des hommes et des femmes selon ce principe donc de bipartition. Donc, il les oppose et puis surtout, il les sépare, c'est-à-dire il y a des métiers d'hommes, il y a des qualités d'hommes et puis il y a des métiers de femmes, il y a des qualités de femmes. Donc, ça, c'est le principe de séparation. Deuxième principe qui organise l'ordre du genre, c'est le principe de hiérarchie. Donc là, c'est la petite vignette que vous voyez en bas. Le principe de hiérarchie donc, a été démontré notamment par Françoise Héritier, donc une anthropologue bien connue, qu'elle appelle, elle, la valence différentielle des sexes, montre que dans toutes les sociétés patriarcales, le principe féminin vaut toujours moins que le principe masculin. Donc, il y a un principe de hiérarchie qui, du coup, va être à l'origine de nombreuses inégalités en défaveur des femmes, à la fois dans le monde privé, la vie domestique, mais aussi dans le monde du travail et dont l'illustration la plus connue est évidemment les inégalités salariales, mais ça ne se limite pas aux inégalités salariales. Alors, on va dire que cet ordre du genre, il est bien ancré dans nos processus sociaux. Cet ordre du genre, il va effectivement, du coup, organiser un certain nombre de choses. Néanmoins, si il est enquisté parfois sur certaines choses,
Il y a aussi quand même, il n'est pas immuable, c'est-à-dire l'ordre du genre, il se présente sous une forme naturelle, essentialisée, mais en fait, toutes les études en anthropologie, en archéologie, en histoire montrent qu'en fait, les normes de genre, elles varient d'une époque à l'autre, elles varient aussi dans l'espace. Donc, évidemment, ces normes de genre, elles ne sont pas, comment dirais-je, inéluctables. Elles bougent aussi, et elles bougent notamment à la faveur des luttes sociales qui sont menées par les femmes, et aussi des stratégies donc, que les personnes et les groupes vont mettre en œuvre pour lutter en fait contre ces inégalités. Voilà. Bon, je pense qu'on peut changer de slide. Alors, déjà, est-ce que comme ça va être dense, en fait, je vais m'arrêter peut-être après chaque grande partie, peut-être pour voir si déjà sur la méthodologie, tout ça, il y a des questions. Oui. Oui, je me demandais pourquoi vous avez travaillé par focus group précisément et pas, par exemple, par entretien individuel. Alors, pour une double raison, je dirais, triple même. Moi, j'adore les focus group, en fait. Donc, j'aime bien en fait les focus group. J'aime bien en fait ce qu'ils produisent, c'est-à-dire que dans la perspective d'une recherche collaborative, donc d'une recherche action, les focus group, c'est pas juste on vient prélever de manière un peu comme ça de la donnée. Les focus group, je trouve que c'est intéressant parce que ça constitue aussi pour les personnes qui sont interrogées une occasion d'échange, une occasion de développer leur pouvoir d'agir. Donc ça, je dirais, ça c'est dans ma démarche éthique de chercheuse que moi j'aime bien mettre en place des focus group. Et après, évidemment, il y a aussi une question de temps, c'est-à-dire que s'il avait fallu conduire 31 entretiens individuels, ça aurait été très compliqué. Mais en tout cas, voilà, les focus group, ce qui est intéressant, c'est que dans les focus group, c'est que les gens peuvent rebondir en fait sur ce que disent les autres et ça crée du lien, voilà, c'est assez riche aussi pour les personnes qui sont interrogées et pas seulement pour le chercheur ou la chercheuse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On n'a pas fait de pause, donc sentez-vous libre si à un moment donné c'est trop de vous lever, d'aller prendre un jus ou un café ou un thé. Enfin voilà, ça ne me dérange pas s'il y a du mouvement dans la salle. Voilà, sentez-vous libre. Alors, du coup, j'enchaîne peut-être. Donc, pour commencer, en fait, je vais vous présenter un peu les résultats du questionnaire artiste. Du coup, qui abordait à la fois, finalement, à la fois les parcours, les pratiques, les activités et les revenus que mettent en œuvre les femmes artistes d'art urbain. On peut passer à la slide suivante. Alors, vous voyez que, en fait, les femmes qui ont répondu au questionnaire, elles ont un âge médian de 38 ans. Donc, elles sont un peu plus jeunes que les artistes qui ont été interrogés en 2019 dans le cadre de l'enquête nationale du mur Oberkampf, puisque on était à un âge médian de 41 ans. 86%, pardon, j'y suis pas du tout. Leur situation résidentielle, donc 47% vivent en couple, 12% en colocation et 41% vivent seuls. Leur situation familiale, vous le voyez, elles sont 64% à être sans enfants ni parents à charge. Donc, ça veut dire que 36% sont mères en règle générale et très à la marge aidantes familiales. Et en fait, cette proportion est très, 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 très inférieure. Alors, c'est le cas, pardon, je vais essayer de rester concentrée sur ma slide. Donc, 36% sont mères ou aidantes et c'est le cas donc de 52% des répondantes qui, du coup, ont 40 ans ou plus parmi nos répondantes. Donc, en fait, c'est une proportion qui est très, très inférieure à la... Non, je suis sur une conf en vidéo, mais je peux mettre en pause. Ah, je pense qu'il y a un micro dans le... C'est ça? D'accord. Donc, 52%, en fait, c'est très inférieur à la part des femmes françaises de 40 ans et plus qui ont un enfant. Elles sont 86% dans la population générale. Et donc, vous voyez que les femmes artistes d'art urbain
ont beaucoup moins mères, ont beaucoup moins l'expérience de la maternité finalement que les femmes françaises. Donc, on voit que là, il y a quelque chose d'intéressant à aller explorer. On sait que notamment le renoncement à la maternité, c'est pas forcément un choix libre, ça peut être un choix sous contrainte, qui peut être lié du coup à des contraintes économiques, mais aussi à des contraintes évidemment, oui, liées à la précarité. Voilà, donc, et aussi, on est dans un cas où il y a une crainte de la disponibilité à l'enfant qui est attendue de la part des femmes. Et dans le cas des métiers passion, donc des métiers artistiques, mais aussi d'autres métiers passion, mais en tout cas, on l'observe dans le cas des métiers artistiques, il y a toujours une crainte que la disponibilité à l'enfant prenne le pas sur la disponibilité à l'art, puisque le métier passion est vraiment vécu comme requérant un engagement total dans l'activité. Voilà, vous avez un petit verbatim. Juste dire aussi qu'elles sont réparties sur tous les territoires français. Donc, elles sont moins concentrées en fait à Paris et en région parisienne que ne l'étaient les répondants de l'étude 2019. On peut passer à la slide suivante. Alors, lorsque on les interroge un peu sur leur parcours, vous voyez qu'on a une année médiane de démarrage dans l'art urbain qui est 2017 et donc qui est beaucoup plus récente que celle des artistes interrogés dans le cadre de l'étude de 2009. On a donc 61% des femmes qui pratiquent l'art urbain depuis moins de 10 ans, ce qui n'était le cas que de 19% des répondants qui avaient été interrogés dans le cadre de l'étude 2019. Donc, on a une population plus novice dans la pratique de l'art urbain. Si on regarde un petit peu la formation, donc c'est le petit histogramme que vous voyez, en fait, on s'aperçoit qu'il y a réellement un cumul des apprentissages formels donc dispensés par des établissements éducatifs ou des particuliers, même dans le cadre de cours ou d'ateliers, avec des apprentissages informels, c'est-à-dire acquis sans l'aide d'un prof, dans un cadre non scolaire, familial par exemple, ou alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en fait le cadre familial a une influence relativement importante en fait chez les artistes d'art urbain, mais aussi amical ou autre, par bimétiste, par expérimentation ou par documentation. On note aussi que les artistes qui sont actives depuis 2016, elles sont plus nombreuses à avoir suivi un BTS ou une formation universitaire et elles se sont plus souvent auto-formées, alors que les artistes qui sont actives depuis avant 2016, donc les plus anciennes, elles ont plus souvent suivi des cours privés ou des ateliers et elles se sont plus souvent formées sur le tas en compagnie d'autres artistes. C'est le cas de 60% d'entre elles. Par contre, la variable d'être passé par une école d'art n'est pas déterminante, c'est-à-dire on a autant de femmes qui sont passées par une école d'art parmi les anciennes que parmi les novices. On peut passer à la slide suivante. Alors, quand même, je dirais les entretiens qualitatifs vont permettre de repérer quand même deux parcours types un peu dans l'art urbain. Donc, le premier, on est vraiment sur un parcours avec, donc, c'est des parcours qui vont être corrélés à l'ancienneté dans l'art urbain. Donc, le premier parcours étant un peu plus, parce que c'est pas non plus aussi, comment dire, tranché que ça, mais dans le premier parcours, on retrouve un peu plus d'anciennes, et dans le deuxième type de parcours, on va retrouver un peu plus de novices, donc d'artistes qui ont démarré après 2016. Donc, dans le premier parcours, vraiment, on va avoir plutôt une pratique précoce qui se développe précocement dans l'espace public, plutôt entre pairs, dans une logique de sociabilité juvénile, adolescente, avec une formation académique qui intervient également, mais plutôt en parallèle ou postérieurement à l'expérience de la rue. Une pratique qui est plutôt emblématique du graffiti, avec une expérience d'écrou, par exemple, et donc, comme je le disais, qui concerne plutôt les anciennes, mais aussi certaines nouvelles. Le deuxième type de parcours, il est un peu inversé par rapport à ça. On va avoir plutôt des femmes qui vont, suite au développement d'un intérêt pour les arts plastiques, du coup, aller vers une formation initiale, soit en art, soit en arts appliqués. Ça, c'est aussi une constante. Donc, on va avoir beaucoup
de répondantes, enfin en tout cas qui ont fait des études de scénographie, on l'a dit tout à l'heure, de graphisme, voilà, de différents arts appliqués. Donc elles vont développer donc une démarche artistique personnelle qui va être transposée en fait ultérieurement dans l'espace public, avec du coup un basculement progressif dans l'art urbain qui intervient du coup de manière concomitante, en tout cas pour les personnes, un certain nombre de personnes qu'on a interrogées, à une première expérience dans les arts appliqués, par exemple dans le domaine du graphisme, peu convaincante. Et comme dans d'autres secteurs, la crise de la Covid-19 passant par là favorise une remise en question et du coup un basculement vers l'art urbain. Et puis donc là, on est sur des artistes qui vont être évoluer moins dans le milieu du graffiti, plus souvent dans les différentes disciplines du street art ou dans le muralisme. Voilà pour cette slide. Nous pouvons passer à la suivante. Alors là, je vais peut-être pas m'étendre beaucoup sur les finalités parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais dire que quand elles évoquent leur parcours, en fait, les femmes évoquent différentes finalités dans leur souhait finalement d'investir l'art urbain. Ces différentes finalités, là, je les ai positionnées un peu parce qu'alors parfois, elles peuvent tout à fait se compléter, parfois aussi elles s'opposent. Donc, on a une finalité qui peut être stratégique, c'est-à-dire chercher de la visibilité finalement, quitter l'atelier ou alors vraiment chercher à être vu, avoir plus d'audience, donc être vu à la fois dans l'espace public par un large public, mais aussi par ses pairs. Et parfois, ça peut être aussi une stratégie pour être repéré, en tout cas, c'était le cas pour certaines anciennes, par finalement le milieu de l'art urbain. Une finalité qui peut être plutôt une finalité sociale, c'est-à-dire le sentiment et la conviction en fait que l'art peut être utile à finalement embellir, améliorer le cadre de vie des personnes et notamment des personnes qui vivent dans des quartiers qui sont dégradés ou voilà. Donc là, on a plutôt cette finalité-là qui existe. Une finalité qui est plus nettement politique, donc avec vraiment le souhait donc là, qui s'inscrit vraiment dans la tradition d'un art engagé et dans la tradition du street art à cet égard. Donc, dans l'idée, effectivement, d'interpeller, en fait, les passants, de les sensibiliser, en fait, à certains messages politiques qu'elles souhaitent porter. Une finalité plutôt transgressive, donc où là, ce qui anime plutôt le basculement dans l'art urbain, c'est l'idée du coup d'aller faire quelque chose d'interdit, de braver les interdits et du coup de forger sa place dans un espace public qui est plutôt, on le verra plus tard, hostile. Et puis la dernière finalité vraiment exprimée, c'est plutôt la finalité sensorielle, c'est cette idée que quand on travaille dans son atelier, on travaille avec la main, alors que quand on travaille dans l'art urbain, on travaille avec son corps, avec tout son corps, et ça produit des sensations, et notamment une sensation de liberté qu'on ne retrouve pas dans d'autres contextes. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, là, on arrive à un point intéressant qui a déjà été évoqué tout à l'heure par Lorca. C'est la question des pratiques de prédilection des artistes interrogés dans le questionnaire. Et vous voyez, au niveau des techniques, on va avoir du coup une prépondérance de la peinture. Vous voyez que là, on a 65%, ce qui est une écrasante majorité des femmes qui donc pratiquent le muralisme. Et parmi elles, c'est la ligne bleue, enfin alors, la barre, hein, je vais y arriver, la barre bleue, 43% qui le pratiquent à titre principal. Donc, vous voyez dans le schéma, les barres orange représentent du coup les pratiques que les femmes disent expérimenter. Et puis en bleu, qu'il fallait n'en retenir qu'une, celles qu'elles exercent le plus souvent, celle qui est donc leur pratique principale. Donc, on voit qu'on a une écrasante majorité de muralistes. On voit qu'elles sont par exemple très peu à s'exercer à la sculpture ou à la photographie. Vous voyez que la sculpture, je crois qu'on est sur 16% si j'arrive à lire, alors que, non, même, oui, c'est ça, 16%, et la photographie, 3% par exemple. Vous voyez qu'on est du coup sur vraiment une forte représentation de la pratique de la peinture et aussi du dessin, la pratique de dessin étant souvent à la base en fait de la pratique du collage-affichage.
En ce qui concerne les styles et les genres artistiques, vous voyez que là, pareil, on a une écrasante majorité d'artistes qui se réclament de la figuration, 42% qui se réclament du portrait, 32% de la poésie et seulement 21% par exemple de l'abstraction. Puisque dans le deuxième histogramme violet que vous voyez, on a mélangé en fait à la fois les styles, les genres, les courants artistiques, mais aussi les thématiques ou les démarches en fait qu'elles adoptent. Vous voyez que en fait, parmi les thématiques et les démarches, on a 42% des répondantes qui déclarent du coup s'intéresser à un art social ou aux questions sociales. Et puis l'écologie, donc, qui concerne 41% aussi des répondantes. Donc, et là, on peut y voir en tout cas le signe, en tout cas de l'éducation faite aux femmes aussi, de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire l'attention portée aux autres et plus largement aux vivants. Donc, on voit que quand même, on peut lire ce qu'on appelle donc une division horizontale du travail. Vous vous souvenez, principe de séparation. Donc, ça, la division horizontale du travail, qui va se lire donc dans les techniques, dans les genres, dans les styles ou encore dans les sujets dont s'emparent les artistes féminines. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement cet ensemble de pratiques privilégiées par les femmes, elles sont quasiment identiques en fait à celles que Dominique Pasquier avait mis en œuvre dans ses travaux pionniers en fait sur les plasticiennes et donc qui mettaient en lumière que les femmes font plus de peinture, de dessin, de figuration, de portraits et aussi de motifs floraux que les hommes, effet, disait-elle, d'une intériorisation par les femmes des attentes implicites qu'a le public à leur égard. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis un petit verbatim aussi, où on voit qu'il y a malgré tout une intériorisation là, pour certaines femmes, d'attentes finalement à leur égard. Néanmoins, les femmes, elles se contentent pas de reproduire du coup des normes de genre qui ont été forgées depuis des siècles et des siècles, mais elles utilisent aussi donc les armes qu'on vient d'évoquer, qui sont donc aussi des armes auxquelles elles ont été socialisées, donc le pinceau, le crayon, l'empathie, la sollicitude, etc. Pour développer donc, vous le voyez, 31% un art participatif, 28% un art activiste et également questionner les identités sociales de genre ou de race pour 25% d'entre elles. Donc voilà, c'est pour dire que elles ne se contentent pas de subir les normes de genre, elles utilisent aussi finalement ces outils-là pour lutter contre les inégalités auxquelles elles sont confrontées. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Oui, je vais aller vite sur cette slide. Donc peut-être juste repréciser que vous voyez qu'une pratique institutionnelle coexiste pour la plupart des femmes avec une pratique sauvage ou vandale dans l'espace public. On n'a que 9% de femmes qui n'exercent l'art urbain que sans autorisation, mais on n'en a que 34% qui n'exercent que avec autorisation, ce qui veut dire donc que 57% exercent avec ou sans autorisation, donc font coexister en fait les deux pratiques. On voit également que 69% disposent d'un atelier. Je vous rappelle que c'est un peu moins que dans l'étude de 2019 où on avait 76% des artistes interrogés qui disposaient d'un atelier. Ce qui m'a étonné, moi, c'est que en fait, c'est le fait d'avoir la pratique développée a peu d'impact en fait, sur le fait d'avoir ou pas d'atelier. Donc ça, pour moi, c'était une surprise, puisqu'on a par exemple 91% des artistes qui pratiquent le graffiti personnel à titre principal qui ont un atelier, alors qu'on a 70% seulement des affichistes colleuses ou 57% seulement des sculptrices qui disposent d'un atelier. Voilà, je pense que, alors sur les échelles de travail, je vais y revenir. Vous voyez que on a une grande majorité des femmes qui, du coup, exercent à l'échelle locale. On en a un tiers à peu près qui exerce à l'échelle internationale, ce qui est quand même pas négligeable. Évidemment, là aussi, on a un cumul des échelles de travail, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui travaillent et à l'échelle locale et à l'échelle régionale, etc. Et puis, voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, puisqu'on va retrouver en fait ces questions d'échelle par la suite.
Donc, sur le modèle économique pluriel, donc, on voit que effectivement, alors en fait, pour que ce soit clair, on a interrogé les femmes sur les différents types de revenus qu'elles perçoivent et donc, on leur a demandé si elles tirent des revenus de leur activité artistique dans l'art urbain. On leur a ensuite demandé si elles tiraient des revenus qu'on peut appeler annexes ou connexes, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas directement liés à leurs œuvres, à leur production dans l'art urbain, mais qui sont quand même liés à leurs compétences artistiques. Donc, ça peut être par exemple des activités d'atelier, ça peut être des activités de graphisme, ça peut être voilà, des activités qui sont connexes, mais qui requièrent quand même des compétences artistiques. Et puis, on les a interrogés aussi sur leurs revenus non artistiques, c'est-à-dire donc les répondantes qui ont recours à la polyactivité, c'est-à-dire à un autre emploi dans un autre secteur souvent pour subvenir à leurs besoins. Alors donc, on va commencer par les revenus artistiques. Donc là, les revenus qui sont vraiment tirés de la pratique. Vous voyez que 90% donc, des répondantes sont concernées par des revenus artistiques en 2023. Donc, néanmoins, ces revenus, en fait, ils sont très concentrés. On a une minorité de répondantes, 3%, qui vont concentrer les revenus les plus élevés, donc les revenus de 50 000 € et plus au cours de l'année 2023. Oui, juste, c'est un truc que je n'ai pas dit. On a demandé les revenus nets, c'est-à-dire après charges, après impôts, donc les revenus nets, de manière à pouvoir les comparer à ce qu'on appelle, enfin, la donnée de l'INSEE qui s'appelle le niveau de vie et qui aussi s'appuie sur les revenus nets, c'est-à-dire les revenus disponibles pour vivre. En fait. Donc, on a, donc, je disais, une minorité de femmes, 3%, qui va concentrer les plus hauts revenus donc de 50 000 € et plus, tandis qu'on a une majorité de femmes, 53%, qui dépendent des revenus les plus bas, donc de moins de 10 000 €. Donc là, je parle bien des revenus artistiques, hein, je ne parle pas des revenus globaux. Donc, on voit effectivement qu'il y a ce phénomène de concentration avec la plupart des femmes qui finalement ont des revenus relativement modestes, tirent des revenus relativement modestes de leur activité artistique et une minorité qui en vivent vraiment confortablement. Parmi les femmes, donc on a 77% des femmes qui déclarent retirer des revenus artistiques de la commande d'œuvres de collectivités, de festivals ou d'événements privés, 56% de la vente d'œuvres sur support, 31% de droits d'autrice ou de présentation des œuvres et 27% de concours ou d'appel à projets. Mais vous voyez sur l'histogramme de droite que là, en fait, quand on les interroge sur la principale source de revenus et pas sur l'ensemble de leurs sources de revenus, en fait, là, on voit qu'effectivement, les commandes sont très majoritaires. Elles sont 53% du coup à déclarer que les commandes sont la principale source de revenus artistiques et seulement 18% d'œuvres vendues. Et les autres sources de revenus sont vraiment presque, je dirais, anecdotiques, puisque vous voyez qu'elles sont très peu nombreuses à les indiquer comme la principale source de leurs revenus. Donc, ça, il faut qu'on garde cette donnée à l'esprit puisqu'on va voir ensuite que dans les difficultés que rencontrent les femmes, justement, cette difficulté à vendre leurs œuvres est importante. Je pense qu'on peut peut-être, alors juste dire aussi quand même, parce que ça c'est un élément important, que finalement, vous voyez que la capacité à retirer des revenus, à vivre, ou en tout cas à retirer des revenus conséquents, ou en tout cas significatifs de son art, ça passe par la réalisation d'œuvres dans des contextes variés. Et ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie la diversification interne, c'est-à-dire du coup, on diversifie ses activités, mais à l'intérieur même du coup des activités artistiques de production des œuvres. Et vous voyez aussi que cette diversification interne, elle implique de procéder à des compromis artistiques, à des arbitrages économiques, mais aussi à des agencements éthiques, de manière à essayer de préserver, en fait, de coaliser finalement l'idéal artistique, la fidélité aux valeurs et les besoins matériels. Et ça, c'est pas toujours simple, en fait. Donc, voilà. Et aussi, on voit que, vu le poids des commandes d'œuvres,
vous voyez que toutes les disciplines ou toutes les pratiques ne sont pas égales face à la possibilité de retirer des revenus artistiques. On peut passer donc à la slide suivante. Alors, en ce qui concerne les revenus connexes, donc, comme je le disais, qui sont en lien avec les compétences artistiques, mais pas directement de la production artistique et encore moins dans le milieu d'art urbain, on voit là aussi un effet de genre assez net. Alors, on a 74% déjà des répondantes qui sont concernées. 74%, ça veut donc dire les 3/4. Donc, ça veut dire que ce modèle, en fait, d'une articulation entre des revenus artistiques et des revenus connexes, c'est le modèle dominant, c'est le modèle majoritaire, en fait, parmi les artistes. Pas seulement parmi les artistes femmes, d'ailleurs, mais en tout cas, là, on s'est intéressé aux femmes. Ensuite, ce qui est important, c'est que quand je disais on a un effet de genre, vous voyez qu'il y a une prédominance quand même des activités éducatives qui sont donc conduites par les femmes au titre de ces revenus connexes. Et là, on voit que les femmes, comme on l'observe dans d'autres champs artistiques, investissent davantage que les hommes les fonctions pédagogiques qui sont le prolongement en fait de leur socialisation dans la sphère reproductive et des compétences qu'elles acquièrent auprès des enfants en particulier. Et on voit également que, outre ces activités de transmission, les activités éducatives, elles se situent dans les activités créatives, elles se situent plutôt dans le domaine des arts appliqués, en prolongement, mais aussi, du spectacle vivant et enregistré, et le plus souvent dans le prolongement de leur formation initiale que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, on a 29% seulement, je dirais, des artistes qui sont concernés par des revenus non artistiques, donc qui vont plutôt rechercher non pas la pluriactivité, c'est-à-dire la rémunération à travers l'activité qui ne vont pas rechercher leurs moyens de subsistance. Enfin, c'est pas qu'elles ne les recherchent pas, en tout cas, qui ne vont pas bénéficier des moyens de subsistance, on va dire, dans leurs activités, avec leurs activités artistiques ou en lien avec leurs compétences artistiques, mais qui vont rechercher du coup leurs moyens de subsistance dans une autre activité, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la polyactivité. Et là, on voit que la polyactivité ne concerne que 30% des répondantes concernées. On voit que, évidemment, c'est quand même un pari risqué, la polyactivité, parce que quand on a un emploi en plus et un emploi différent, en fait, pour gagner sa vie, en fait, le risque, c'est qu'on ne trouve pas d'emploi qui laisse suffisamment de temps ou de souplesse d'organisation, en fait, pour pouvoir épouser les contraintes de l'activité artistique. Et là, évidemment, le risque, c'est de devoir renoncer en fait à sa pratique artistique du fait de la concurrence des temps. Je vais en reparler de la concurrence des temps après, mais de la concurrence des temps entre temps artistique et temps non artistique. Dire aussi qu'une part, en tout cas pour un certain nombre d'artistes, ça a été évoqué en focus group aussi, dans les phases de transition en particulier. Donc, par exemple, quand on bascule d'une activité de graphiste à une activité d'artiste-auteur, là, le soutien du conjoint, ça apparaît comme plutôt un facteur favorable au maintien dans la pratique de l'art urbain, puisque du coup, ça permet d'avoir, en tout cas quand on a un conjoint ou une conjointe qui, du coup, a des revenus fixes, de pouvoir s'essayer à la pratique de l'art urbain. Et puis, évidemment, il y a aussi des femmes qui vont finalement alterner des périodes d'emploi et des périodes de chômage de manière à justement essayer de négocier ce temps artistique de la manière la plus, comment dire, bref, vous m'aurez comprise. Je pense qu'on peut passer à la dernière slide du coup de cette partie, donc sur les revenus cumulés. Donc là, on a cumulé donc revenus artistiques, revenus connexes et revenus de la polyactivité. Là, on se rend compte quand même que, alors du coup, on a 51% des répondantes qui déclarent qu'elles tirent l'essentiel de leurs revenus de leur pratique artistique, pour donc 49% qui soit mènent une autre activité en parallèle, mais en lien quand même avec leurs activités artistiques, soit, vous voyez, qui du coup ont recours à la polyactivité. Les facteurs favorables quand même pour vivre de son art, c'est l'ancienneté dans la pratique. C'est également d'avoir fait une école d'art quand on croise les données. C'est aussi de se consacrer à l'art urbain à titre principal.
Et puis, c'est d'accéder aussi à une diffusion régionale, nationale et ou internationale. Et enfin, le dernier critère qui s'avère corrélé en fait à la possibilité de vivre ou pas de son art, c'est le fait de disposer d'un atelier. Voilà, c'est vraiment ça les facteurs favorables en fait à la possibilité d'en vivre. Donc, pour que vous ayez un peu une idée, donc là, on voit que le revenu médian, donc tout revenu confondu, tout revenu cumulé, il est à 21 000 € par répondante. Je vous rappelle, enfin, je vous le rappelle, non, je le dis parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez en tête, que en fait, le revenu médian en France en 2021, il était de 23 160 € par an, ce qui correspond à 1 930 € par mois. Donc, ça veut dire là qu'on a donc des revenus médians qui sont inférieurs au revenu médian de la population générale. Donc, on a d'ailleurs 72% des artistes interrogés qui déclarent qu'elles sont concernées par la précarité ou concernées par des difficultés économiques et 62% qui indiquent, et on va y revenir en deuxième partie, des difficultés à intégrer les réseaux de production et de diffusion de l'art urbain. Vous voyez aussi que du coup, ça signifie que les artistes, elles doivent mobiliser en quelque sorte des dispositions ascétiques, ainsi qu'une inclination pour des modes de vie un peu atypiques, de manière à se maintenir en fait dans les mondes de l'art, malgré une expérience structurelle de l'incertitude et de la précarité, si elles veulent tout de même maintenir un rapport heureux à leur pratique artistique. Voilà, donc c'est aussi à ce titre-là que j'ai illustré avec 2 verbatims qui montrent du coup des modes de vie qui cherchent à concilier. Donc ça peut être s'installer à la campagne, ça peut être vivre en collectif par exemple, concilier du coup ces contraintes. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante et déjà peut-être s'il y a une première salve de questions, je vais les prendre, il faut que je surveille l'heure. Je voulais réagir sur la question des activités connexes. Je ne sais pas si je dis le bon terme. Notamment sur le fait d'avoir des pratiques notamment de transmission et de travaux avec... en fait, ça m'a un peu gênée dans la manière de le présenter parce que en fait, j'aurais aimé qu'on puisse le mettre en regard avec les pratiques connexes des hommes dans l'art urbain parce que en tant que diffuseur, on va dire que c'est comme ça, la plupart des artistes urbains hommes ont également cette activité connexe de travail dans les écoles et de transmission et de diffusion. Donc, je suis un peu embêtée par cette donnée-là particulière, mais c'est pas structurel. Mais voilà, dans tout le milieu de l'art urbain, les artistes urbains ont cette activité connexe principale de transmission et d'éducation artistique et culturelle. Oui, alors, Propre aux femmes. ouais, je ne dis pas que c'est propre aux femmes, je dis simplement que en fait, dans la liste des activités connexes, les activités éducatives sont les plus, en tout cas, mises en œuvre par les femmes. Bien sûr que les hommes les mettent aussi en œuvre, et la chose que je n'ai pas dite non plus, parce que du coup, j'ai dû faire des choix aussi dans ce qu'on présente, c'est qu'en fait, c'est des activités qui ne sont pas du tout vécues comme, ou en fait, pas tellement vécues comme subies. C'est des activités qui sont porteuses de sens, en fait, pour les personnes qui les mettent en œuvre. Et qui, du coup, aussi renforcent leur sentiment d'utilité et de légitimité parce que, du coup, elles s'inscrivent vraiment dans une activité sociale de transmission, une activité oui, qui fait sens, en tout cas. Et ça, on ne l'observe pas que dans les arts urbains, on l'observe aussi dans la musique. En fait, on n'a pas de données, puisque c'est une question qui n'a pas été posée en 2019 sur la place des... D'ailleurs, on n'a pas de données sur les revenus des hommes, tout court, puisque en fait, c'est des questions qui n'ont pas été posées dans l'enquête de 2019. Et qui mériteraient de l'être, j'ai l'impression, pour pouvoir justement mettre au regard. On les comparer, là, on les compare pas, en tout cas pas de manière stricte, puisque du coup, on n'a pas la possibilité de les comparer. En revanche, ce que je veux juste dire, c'est que dans d'autres domaines artistiques, comme par exemple les musiques actuelles ou les musiques de création, en fait, on observe quand même un effet de genre sur ces activités-là, c'est-à-dire que même si les hommes se consacrent aussi à ces activités-là, les femmes s'y consacrent davantage. Voilà. Mais effectivement, ce n'est pas une donnée relative à l'art urbain, c'est une donnée relative à plus largement l'ensemble du secteur artistique. On va dire que les hommes vont plus aller vers des activités connexes de l'ordre de la technique. Par exemple, si je prends l'exemple de la musique, qui vont par exemple être ingénieurs du son,
alors que les femmes vont plutôt donner des cours de musique. Enfin, je schématise un peu, mais la tendance est à peu près là. J'avais juste une question qui est attachée. C'est sur la question de l'intervention illégale. Est-ce que vous avez mis en parallèle l'âge des personnes qui répondaient ou pas du tout? C'est vraiment une curiosité sur la question de l'illégalisme parce que, par exemple, Mystique s'est arrêté de pratiquer de manière illégale à un certain âge parce qu'elle se faisait arrêter très souvent. Et je me posais la question s'il y avait une corrélation parce que, voilà, je ne pense pas que ce soit juste un déterminisme de genre. On dit qu'il y a peut-être aussi la question de l'âge. C'est vraiment une question que je me pose. Oui, mais alors je l'ai plus en tête. Honnêtement, j'ai plus à donner. L'étude. Ouais, Super. c'est ça. En tout cas, juste pour rebondir là-dessus, pour les femmes, en tout cas, ce qui a été mentionné, c'est qu'à partir que la maternité constitue un coup d'arrêt en fait à la pratique vandale, pour une raison assez simple, c'est le risque en fait d'être emmené au poste, de passer la nuit au poste. Et je cite une des participantes au focus group, de ne pas pouvoir emmener les enfants à l'école le lendemain. Donc voilà, ça, en tout cas, ça démultiplie, on va dire, les freins. Oui. J'avais une question par rapport au revenu médian, mais je ne sais pas si tu as répondu clairement. Tu n'avais pas de référence en face du côté des hommes. Hein. Oui, c'est ça. J'ai que, en fait, ma seule référence, enfin, mon seul point de comparaison, c'est le niveau de vie en France, donc de la population générale, qui est de un peu plus de 20, en tout cas 2021, donc ça a dû normalement augmenter encore un petit peu, qui est autour de 23 000 euros, alors que là, on est sur un revenu médian, donc tout revenu confondu, autour de 21 000 euros. Donc un peu inférieur à celui de la population générale. Mais je n'ai pas de données sur les hommes. En fait, c'est des questions, je pense, sans doute par tact, qui n'ont pas été posées Non, je pense pas. sur l'étude 2019. En tout cas, elles ne sont pas dans le. Nous dans sur l'enquête. l'étude de la urbaine en Bretagne, c'est des questions qu'on a En posées. Bretagne, ouais. Donc, Mais il du coup, ok. y a des chiffres, mais c'est sûr que ce n'est pas une étude nationale. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous arrivez à combien sur. Alors, je n'ai pas les chiffres en Ouais, tête, donc il moi non faudrait que plus, je je les l'ai lu regarde aussi, pour mais je ne l'ai plus en comparer. tête. Ouais. Juste par rapport à ces chiffres, est-ce que vous les avez comparés avec ceux de l'Observatoire artiste-auteur sur les revenus des 3 dernières années? Parce que ça donne des éléments quand même assez pertinents qui permettent de situer la pratique artistique, je dirais, à équivalence entre les disciplines, si ce n'est sectoriellement parlant, et qui permettent du coup d'être pas que sur un élément population générale, mais un peu plus situé, quoi. Ouais, la difficulté, en fait, c'est que du coup, on va avoir les revenus déclarés au titre de l'activité d'artiste-auteur et pas les revenus globaux. Alors, Donc, il y a les autres. par contre, il y a les autres. Ah oui, il y a Ok. les autres maintenant. Il y a les seuls qu'il n'y a pas, c'est tous ceux qui sont de l'ordre des revenus sociaux. Il y a voilà, il y a Donc, des- les aides sociales, par exemple. Voilà, c'est ça. ouais. Mais par contre, on a la répartition par est-ce qu'ils sont indépendants, est-ce que c'est du salariat, est-ce que c'est fonctionnaire, et voilà, enfin, des éléments, et aussi répartition genrée. Donc, Ok, c'est assez super. intéressant à mettre en regard. Et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort Alors, je peux pas vous sortir les chiffres comme ça, mais plus ou moins dans ces dans les eaux-là, mêmes. c'est-à-dire autour de 20 000 euros au total. Ouais, ouais, c'est ça, parce que j'avais regardé sur la part des revenus Et artistiques, c'était plutôt 10 000. La différence genrée, elle se situe toujours plus ou moins entre 25 et 35% sur les revenus. En plus pour les hommes, c'est ça. Ouais. Est-ce que, au sujet des billets, mais peut-être que vous avez prévu d'en parler plus tard, mais est-ce que vous avez pu identifier s'il y avait un groupe d'artistes ayant répondu qui serait surreprésenté, un autre qui serait sous-représenté? Comment a été diffusé le questionnaire et est-ce qu'il peut y avoir un biais de ce côté-là? Alors, bien sûr, il peut y avoir un biais. Il y a donc, le questionnaire a été diffusé en fait par la Fédé, donc par à la fois le site de la Fédé, les réseaux sociaux, voilà, enfin, en tout cas par tous les canaux en fait dont dispose la Fédé, ce qui veut et donc les réseaux personnels des artistes, donc via du coup un relais aussi sur les réseaux sociaux, du coup voilà.
Donc forcément, il y a un biais. Après, je ne peux pas vous dire s'il y a un groupe qui est surreprésenté, puisqu'en fait, on connaît pas la population mère, j'ai envie de dire. On ne sait pas au final combien il y a de femmes d'art urbain, au sens où on a entendu l'art urbain aujourd'hui en France. Donc, j'ai pas, voilà, en fait, l'étude n'est représentative que des répondantes. Si je Est-ce qu'il y a dis- un moyen de justement d'approcher, d'estimer cette population mère? Là, vous n'en avez pas les moyens tout de suite, mais si on souhaitait le faire, est-ce qu'il y aurait un moyen de s'en approcher? Ben, peut-être grâce aux données justement donc sur les artistes auteurs. Mais à ce moment-là, il faudrait effectivement pouvoir extraire les artistes auteurs qui se réclament de l'art urbain en fait, et du coup les isoler en fait. Ce serait la seule solution en fait de passer. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'on passerait pas à côté quand même des artistes qui ne sont pas affiliés à la Maison des artistes. Oui, juste une question parce que finalement, dans les années dans le lieu des études, il y a beaucoup de variations, notamment à cause du Covid. Alors moi, je sais que par exemple, dans les quelques années qui ont suivi, il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes d'acquisition d'ateliers, de justement baisse des subventions, en tout cas des engagements autour de l'art et de la culture. Donc, est-ce que vous allez recommencer régulièrement ces études? Est-ce qu'il va y avoir un suivi dans la durée? Alors, là, en tout cas, on verra on verra les données du coup sur les lieux de diffusion et de programmation après. Mais en tout cas, là, sur les données des artistes, on était sur quand même les données 2023, qui sont quand même, je dirais, qui est quand même une année un peu de retour à la normale. Enfin, en tout cas, on va dire par rapport à l'année 2020 et à l'année même 2021, qui était encore très bousculée. Donc, pour ça, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus parce que après, je sais que nous, sur notre enquête nationale à Opal sur les associations culturelles employeuses, on s'est aperçu qu'il y a une disparition en fait quand même d'une part conséquente des associations au cours de la crise de la Covid. Donc, je dis pas que ça n'a pas d'impact. Après, on peut pas. Mais là, en fait, je pense qu'il faut partir de l'année 2023. Et je pense pas qu'il y ait des grosses variations. Je m'engage peut-être, mais d'une année sur l'autre. Je pense que s'il fallait recommencer l'étude, ce sera à la fédération de le décider. Mais je pense que c'est bien de le faire à quand même avec un espacement de temps de 5 ou 10 ans. C'est là où vraiment on voit des évolutions. Parce que quand on étudie d'une année sur l'autre, en fait, les évolutions sont assez peu perceptibles. Mais je dirais quand même que le fait d'avoir étudié ces données-là sur 2023 donne quand même une image pas trop perturbée par la crise de la Covid. Euh, voilà, du Covid, de la Covid, je sais pas comment on dit. Voilà, la Covid. Est-ce que vous voulez prendre un café, un thé, un jus ou ça va, je continue, j'enchaîne? Alors, donc, dans cette partie-là, on va du coup examiner plus précisément les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes interrogés en tant que femmes et aussi les ressources et les stratégies qu'elles mobilisent. Et on va s'appuyer d'abord sur le matériau de l'enquête documentaire, puis également sur les entretiens qualitatifs qui s'avèrent un matériau extrêmement riche. Je pense que nous pouvons... Voilà. Alors, là, on est sur donc les revenus, alors les données pardon, qui ont été recueillies auprès, donc dans le cadre de l'enquête documentaire, donc sur la part des femmes artistes programmées, la part des femmes artistes éditées et médiatisées, donc auxquelles ont été consacrés des ouvrages ou des articles. Et en dessous, vous le voyez, là, c'est la part des femmes non artistes dans les équipes, donc les femmes programmatrices, les femmes médiatrices, les femmes secrétaires, les femmes journalistes, par exemple, dans les équipes de diffusion de l'écosystème de l'art urbain.
Alors, vous le voyez, du coup, on voit que la part hein, donc, a quand même progressé dans les programmations depuis 2001, puisque entre 2001 et 2022, on voit que, par exemple, on avait 10% de femmes artistes en moyenne hein, sur la période 2001-2021, pardon, programmées dans les espaces de diffusion, il s'agisse des espaces de diffusion extérieurs. Donc, je le redis, soit les festivals, les parcours, les résidences, les événements de commande d'œuvres, soit donc dans les espaces de diffusion intérieurs, centres d'art, musées, galeries, etc. Et que donc elle progresse puisqu'on est aujourd'hui à 17%. Mais vous voyez que ça progresse quand même un peu modestement. Vous voyez aussi que si vous regardez les chiffres, on observe même un léger recul en fait entre 2022 et 2023. Alors évidemment, il faut pas être trop, comment dirais-je, quand même. On parlait des biais tout à l'heure. Il y a quand même des biais aussi là dans l'étude documentaire du fait que même si Julie Daudet a réellement fait un travail d'exploration le plus exhaustif possible sur l'ensemble des événements, donc comme je vous le disais, 164 structures étudiées, 323 événements et 58 catalogues ou volumes de parution, donc ce qui est quand même énorme. Malgré tout, on n'atteint pas une exhaustivité parfaite et surtout, je le dis, il y avait des données qui étaient inégalement renseignées en fait selon les structures. Donc voilà, donc du coup, effectivement, il peut y avoir des variations. Donc c'est pour ça que du coup, ce léger recul, en fait, moi, je parlerais plutôt d'une stagnation parce qu'il suffit que du coup, on ait quelques chiffres qui n'aient pas été renseignés. Mais en tout cas, on est plutôt dans une stagnation, on va dire autour de 17-18% de femmes programmées actuellement. Plutôt là, quand même, un recul assez perceptible dans les articles, les émissions, les ouvrages qui citent des femmes, alors qu'on est plutôt au contraire plutôt dans une progression concernant les biographies d'artistes consacrées à des femmes. Vous voyez donc que, en revanche, dans les structures, la part de femmes non artistes a énormément progressé dans les équipes. Là, c'est pareil, hein, je présente les chiffres avec précaution puisqu'on n'a pas forcément toutes les données disponibles, mais en tout cas, on voit par exemple que ce sont des espaces qui se sont énormément féminisés, c'est-à-dire qui ont embauché massivement des femmes. Ça s'explique à un niveau structurel par la professionnalisation du secteur culturel et notamment toutes les fonctions de support qui sont massivement dédiées aux femmes et qui du coup, voilà, il y a des effets, je dirais, internes au secteur artistique et culturel. Mais vous voyez qu'il y a quand même un écart très important entre la progression des femmes programmées, donc des femmes artistes, et puis la progression des femmes tout court dans les structures. On observe là à nouveau, comme vous le voyez, un phénomène de division sexuelle du travail, c'est-à-dire que les femmes, dans l'écosystème de l'art urbain, elles sont plutôt à des endroits d'accompagnement des pratiques, à des endroits de promotion, de communication autour des pratiques, qu'à des endroits de production en fait, artistique. Le deuxième phénomène qu'on observe, et vous le voyez là sur le petit texte qui apparaît en haut à droite, sur les 446 femmes programmées ou médiatisées, puisque Julie a également du coup répertorié en fait l'ensemble des noms dans les programmations, les magazines et les ouvrages qui étaient cités. Donc on voit que sur les 446 femmes programmées ou médiatisées entre 2021 et 2023, que ce soit en solo ou en collectif d'ailleurs, en duo ou en collectif par exemple, on n'en a que 22 qui ont été citées ou programmées plus de 10 fois, donc 5% seulement. Et parmi elles, il y a 5 artistes étrangères qui ne sont pas établies en France et une artiste qui est décédée, ce qui fait qu'en réalité, on n'a que 4% de femmes qui sont programmées ou citées plus de 10 fois. En tout cas citées, hein, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été plus, mais on voit que quand même là encore, on retrouve le même phénomène de concentration qui était mis en évidence au sujet des revenus. Vous voyez aussi que du coup, ce phénomène
on pourrait dire que ce phénomène comment dire, de division sexuelle du travail, c'est aussi du coup une division sexuelle du travail qui est aussi verticale, avec du coup un phénomène qu'on connaît dans beaucoup d'autres secteurs qui s'appelle le plafond de verre, c'est-à-dire la disparition des femmes en fait au fur et à mesure de la progression vers les sphères de pouvoir, vers les sphères de prestige et vers les rémunérations les plus élevées. Donc, la question, c'est mais pourquoi cette situation? Mais quels sont les mécanismes à l'œuvre pour que cette situation soit là? Et donc, alors évidemment, peut-être, on va le voir, en tout cas, on va pouvoir le trouver, en tout cas dans les difficultés qui ont été citées par les femmes. Je vous dis tout de suite que 88% des répondantes au questionnaire ont dit être confrontées en fait, à des difficultés spécifiques en tant que femmes dans leur pratique de l'art urbain. Donc, on va aller regarder du côté de ces difficultés. On en a relevé un peu 3 catégories, donc des difficultés qui sont liées à la charge domestique et familiale incombant aux femmes, ça, c'est pas une surprise. Des difficultés qui sont liées à la pratique artistique dans l'espace public, donc qui était évoquée tout à l'heure par Iseult et Lorca. Et puis, des difficultés liées aussi au caractère encore très masculin de ce milieu professionnel. Et donc, on va les voir les unes après les autres. Je pense qu'on peut respirer. Alors, tout d'abord, elle est un peu chargée, la ma slide. Vous voyez clair quand même, vous arrivez à lire c'est douloureux. Je suis désolée, je vais vous la lire alors. Alors d'abord, en fait, vous voyez que 46% des répondantes déclarent des difficultés en fait à articuler leurs contraintes professionnelles avec leur vie personnelle et familiale. Vous vous souvenez qu'on n'avait que 36% de femmes mères ou aidantes familiales. Donc ça veut dire que la part là, des répondantes qui sont en difficulté entre l'articulation entre vie professionnelle et familiale est supérieure à celle des femmes mères. Ce qui veut dire donc que ce phénomène touche plus largement les femmes. Évidemment, il est beaucoup plus marqué pour les femmes qui, du coup, sont dans le contexte de la maternité, mais néanmoins, c'est plus large. Donc, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, c'est notamment Sandrine Sinigalia-Amadio et puis Jérémy Sinigalia qui ont montré en fait que du coup, le cadre temporel du travail artistique, c'est un cadre temporel qui a des spécificités, c'est-à-dire il n'est pas encadré par des horaires de bureau, il déborde fréquemment. Alors, quand je dis ça, c'est autant du coup le temps de travail de création que le temps de travail des activités connexes, hein, comme on le voyait tout à l'heure. Donc, c'est un cadre temporel qui déborde donc aussi souvent sur les soirées, qui déborde sur les week-ends, qui déborde sur les vacances, notamment quand il s'agit d'aller faire des ateliers, etc., etc. Et c'est un temps qui est désynchronisé aussi par rapport aux temps collectifs sociaux de fait. Et donc, cette désynchronisation fait que du coup, les artistes travaillent un peu en décalé, on va dire, par rapport au temps social, collectif, voilà, de la majorité en tout cas des salariés. Donc, cette première caractéristique fait qu'en fait, les femmes, elles vont être moins disponibles, on va dire, pour la sphère familiale et domestique que la grande partie des salariés, puisque leur temps de travail est désynchronisé. Et donc, il y a déjà une concurrence des temps en fait, qui joue et qui est propre en fait, à ce cadre temporel du travail artistique, qui fait que justement, c'est au moment où on commence, et c'est ce que dit donc la slide, le verbatim, je vous le lis, par rapport aussi aux enfants, ce que j'ai trouvé hyper dur, c'est que ça s'arrête en permanence. Tu as du mal à suivre tes fils artistiques. Moi, par exemple, l'engueulade la plus récurrente que j'ai avec mon mec, c'est que lui ne comprend pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à être à 9h du mat devant mon truc, et bam, bam, tac, et hop, à 17h30, tac. Tu vois? Et ça, c'est un truc que je vois par rapport aux mecs, mes potes, qui eux aussi ont des enfants ou des trucs. Tout ça est géré par leur meuf, quoi. Quand je peins un mur, quand je suis dans une situation où je suis logée, nourrie et où on m'amène sur mon lieu de travail, en fait, je me dis, je suis un mec cisgenre. Pendant une semaine, j'ai 0 charge mentale, tout le monde s'occupe de ma vie domestique et on m'admire beaucoup. C'est génial. Je crois qu'en fait, c'est moins dur de peindre un mur que d'être à l'heure à l'école avec mes gosses tous les jours. Tu gagnes de la reconnaissance et de la gratitude tout en ayant des gens qui s'occupent de toi. C'est être un mec, en fait. Voilà.
Donc, vous voyez à ce cadre temporel délié et désynchronisé s'ajoute au fait aussi la répartition inéquitable des tâches domestiques qui joue, on le sait, hein, en défaveur des femmes. Les femmes, elles sont non seulement en charge de la majeure partie du travail domestique et du soin aux enfants, mais elles ont aussi la responsabilité morale du souci des autres. Elles ont aussi en charge l'organisation matérielle de la vie familiale et aussi ce que Marc Bessin appelle la synchronisation et la gestion quotidienne des rythmes temporels de l'ensemble des proches, ce qui les situe du coup dans une disponibilité temporelle permanente pour autrui. Ce dédoublement et du coup voilà, c'est la fameuse charge mentale telle qu'elle a été du coup théorisée par Monique, enfin, peu importe, en tout cas popularisée, en tout cas aujourd'hui, voilà. Et on le voit en fait, donc les femmes artistes, elles échappent pas du coup à cette répartition inéquitable des tâches domestiques, mais en plus dans un couple, quand il y en a un des deux qui a un travail plus souple, moins cadré, qui travaille plus à domicile, ben c'est celui-là en général qui du coup est plus en charge que l'autre d'aller chercher les enfants à l'école s'ils sont malades, d'adapter en fait son emploi du temps aux obligations sociales et familiales. Donc, vous voyez qu'il y a un paradoxe, en fait, c'est qu'à la fois les femmes artistes, elles sont moins disponibles finalement aux temps sociaux, on va dire, mais elles sont plus en charge du travail conjugal et familial que ne le sont l'ensemble des femmes, parce que justement, c'est le paradoxe en fait des spécificités du cadre temporel du travail. Du coup, ça a quand même comme effet que effectivement, il y a un poids de l'injonction à la conciliation parce qu'en fait, cette question-là, elle n'est pas explicitée et elle n'est pas négociée au sein des couples. En tout cas, c'est ce que révèlent les entretiens. Ça ne fait pas l'objet, en fait, cette tension en fait, qui pèse sur les femmes ne fait pas l'objet en fait, d'une négociation, ou en tout cas très peu d'une négociation au sein des couples, qui fait que le poids de l'injonction à la conciliation vie familiale, vie privée, bah, elle pèse beaucoup sur les épaules des femmes et ça va avoir évidemment des effets différenciés sur la carrière des femmes et des hommes. De quoi? Le temps? Oh, on est mal alors, je crois. Ah ouais, parce que là, on est mal. On peut déborder un peu? Alors, passons vite à la slide suivante. Alors, les effets de la concurrence des temps sur la carrière des femmes. Donc, bon, bah, du coup, je vais essayer d'aller un peu vite. Merci, Cécile, sans aller trop vite non plus, parce que donc là, on voit nettement, et ça, c'est pas que propre aux femmes artistes, hein, c'est les femmes en général. Pour les femmes en général, le fait d'avoir des enfants, la maternité, a des effets négatifs sur la carrière des femmes. Donc, surtout après l'arrivée du troisième enfant. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, les femmes passent plus souvent à temps partiel que les hommes, alors que ça a des effets neutres, voire positifs en fait sur la carrière des hommes. Par exemple, la carrière des cadres, il a été prouvé que le fait d'avoir beaucoup d'enfants pour les cadres, au contraire, les propulse en fait à des fonctions à responsabilité. Donc, évidemment, ce qu'on a vu sur la concurrence des temps a un effet, évidemment, sur la carrière des femmes artistes. Donc, le temps en fait, que les artistes peuvent consacrer au travail de création et de diffusion de leurs œuvres est évidemment un élément central dans le développement de leur carrière. Et donc là, on voit que les femmes sont défavorisées. En plus, contrairement aux plasticiens, et ça apparaît bien dans les entretiens aussi, les femmes artistes d'art urbain, elles disposent plus rarement de ce que dans le jazz, Marie Buscato a appelé le conjoint wife, c'est-à-dire le fait d'avoir une conjointe sur lesquelles ils se déchargent en fait, de leurs obligations sociales et familiales et qui leur permet finalement d'avoir, on pourrait dire, une chambre à soi, si on veut voilà, citer Virginia Woolf, mais en tout cas, un espace de création qui est protégé en fait du quotidien et des contingences matérielles. Donc les femmes, elles y sont beaucoup moins, elles en bénéficient beaucoup moins souvent. Et que dire encore évidemment des mères célibataires qui, elles, du coup, évidemment, sont encore plus exposées dans leur carrière. Ensuite, il y a un effet que Margaret Rossiter a nommé donc l'effet Mathilda dans la recherche, donc dans ses études sur les chercheuses, qui est que plus on est médiatisé, plus on est programmé et plus on est réputé talentueux. Et inversement, moins on est soutenu dans sa carrière,
moins la contribution en fait à la recherche est reconnue et plus on est invisibilisé. Là, vous avez du coup un verbatim, là, il est peut-être plus lisible, voilà, qui en témoigne, c'est-à-dire le fait que plus on prend en quelque sorte du retard dans l'escalade, on va dire, de la montagne de la carrière, et plus en fait on est confronté à l'invisibilisation. C'est un peu, en fait, il y a cette image de Tania de Montaigne qui dit, oui, en fait, les femmes, il faudrait en fait qu'elles montent la même montagne que tout le monde, mais avec des talons hauts et un bébé dans le dos. Voilà, c'est une image qui est assez parlante. Et puis, dernier point, ce qui est intéressant, c'est que les spécificités, du coup, enfin, en tout cas, les contraintes, les conséquences directes des contraintes qui sont vécues par les femmes en termes de concurrence des temps, les déplacements de longue durée qui vont du coup nécessiter une organisation familiale complexe, qui va être l'objet de pression familiale aussi. Ah, t'es pas là assez souvent, t'es parti trop longtemps. Ou alors avec des horaires tardifs de nuit ou des horaires incompatibles avec la sortie d'école, par exemple, ou encore des périodes de travail, d'ateliers qui vont être concentrés pendant les vacances, au moment où les enfants, du coup, ne seront pas pris en charge par l'école. Donc, en fait, toutes ces contraintes-là, elles restent bien souvent un impensé des structures de production et de diffusion de l'art urbain, qui détiennent pourtant, du coup, ça a été cité, j'y reviendrai tout à la fin, des leviers en fait, pour lutter contre ces inégalités et contre l'étiolement des trajectoires, notamment, mais non, j'y reviendrai après. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors, autre point, donc des difficultés qui vont être liées à l'espace public. Donc là, je ne vais pas non plus, je vais essayer d'être rapide. Vous voyez qu'on a 63% des artistes interrogés qui déclarent qu'elles sont confrontées à des situations de microsexisme et de sexisme dans le cadre de leur pratique. 45% qui développent un sentiment d'insécurité dans l'espace public et 12% qui sont confrontés ou qui ont été confrontés à des violences sexistes et sexuelles. Alors, vous voyez que le sexisme et les violences sexistes et sexuelles ne sont pas que réservées à l'espace public, bien sûr, elles interviennent aussi dans l'espace professionnel, mais néanmoins, dans les entretiens, on voit que tout de même, l'espace public, une grande partie en tout cas de ces violences de genre, sont le fait donc de passants, inconnus souvent, et elles surviennent lors de la réalisation d'œuvres dans l'espace public, œuvres autorisées ou non d'ailleurs. Elles interviennent donc quand les artistes sont immobilisés finalement dans leur travail de création dans l'espace public, et à ce moment-là, elles sont exposées du coup à des interactions indésirables. Et vous voyez, je l'ai déjà dit, mais que 45%, c'est quand même beaucoup, développent un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Alors, évidemment, je ne vais pas faire très long ici, mais il faut déconstruire en fait l'idée que l'espace public serait un espace neutre et également indifféremment ouvert et accueillant pour les femmes et les hommes. Tous les travaux en géographie urbaine, en sociologie urbaine, au prisme du genre, mettent en évidence en fait que l'accès et les usages de l'espace public sont fortement genrés et codifiés, et qu'ils imposent aux femmes des contraintes spatiales, c'est-à-dire des lieux fréquentables, et aussi temporels, c'est-à-dire des horaires acceptables, qui vont définir en fait les contours d'un ordre sexué dans la ville, on va dire. Et cet ordre sexué dans la ville, il est implicite, mais toute transgression à cet ordre sexué dans la ville, finalement, elle est relevée et sanctionnée. Donc, vous voyez que les violences de genre, en fait, à commencer par les plus banalisées, elles constituent des rappels à l'ordre sexué incessants qui signifient insidieusement aux femmes, en fait, la limitation de leur place dans l'espace public, et qui amplifie aussi la peur féminine de l'espace public, qui, elle, et ça a été aussi beaucoup montré, relayée par les mises en garde familiales des jeunes filles dès leur plus jeune âge, mais aussi par les médias qui, évidemment, mettent en scène ça. Alors, on voit que en fait, on arrive aussi à un point qui est intéressant, c'est par exemple l'enquête Virage de l'INED. Elle a montré aussi, par exemple, que les femmes sont plus souvent exposées à la violence dans l'espace public que les hommes. Elles sont 25% contre 14% des hommes au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. L'enquête de l'INED, à avoir du coup été victime de violences dans l'espace public.
et elles ne sont pas confrontées aux mêmes faits, c'est-à-dire les hommes vont être plutôt confrontés à des insultes ou des bagarres, alors que les femmes vont être très massivement confrontées du coup à des violences et insultes sexistes et sexuelles. Dans la mesure où en fait elles transgressent délibérément les règles de l'ordre sexué, en fait, en occupant physiquement et visuellement l'espace public, ben, les femmes artistes, elles sont plus encore que les autres femmes exposées aux violences de genre et au sentiment d'insécurité dans l'espace public. Alors, face à ces violences, en fait, elles vont mettre en œuvre, en tout cas moi j'ai repéré à travers les entretiens, 3 grandes stratégies en fait, que les femmes mettent en œuvre pour essayer malgré tout d'occuper quand même leur place dans l'espace public, malgré du coup, la récurrence des violences de genre. La première, c'est donc ce que Pascal Molinier appelle la féminité mascarade. En fait, la féminité mascarade, c'est un peu surjouer la féminité et surjouer les stéréotypes de genre. Donc, c'est par exemple faire l'idiote, faire la naïve, faire la petite fille modèle, en fait. Et de manière à se faire passer pour inoffensive pour pouvoir quand même continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Donc là, vous avez un exemple. J'y vais au bluff avec un gilet jaune ou avec un costard cravate. Là, pour le coup, ça devient un atout d'être une femme dans le sens où, bah non, si elle le fait, c'est que ça doit être légitime. Voilà, donc on surjoue en fait les stéréotypes de genre. Le deuxième, donc là, c'est retourner le stigmate, hein, en fait, la stratégie. Vous voyez, on retourne le stigmate de la féminité pour s'en servir. La deuxième stratégie, c'est plutôt la discrétion, voire l'invisibilité. Donc là, évidemment, c'est que les femmes, elles savent que ça a un prix d'être dans l'espace public et du coup, ben, être invisible dans un endroit où elles ne sont pas considérées comme légitimes et où elles se doivent de respecter les normes de genre, ben, c'est une stratégie. Donc, c'est se faire la plus petite possible. Le cas du collage, d'ailleurs, autorisé ou non, est particulièrement intéressant à ce titre, puisque en fait, le médium de l'affiche ou du papier collé, il est généralement moins présenté finalement comme un choix artistique que comme un choix logistique par les personnes qui ont été interrogées dans le focus group. C'est-à-dire que le collage, ben, il peut être préparé en atelier, il peut être posé rapidement. Il évite du coup à l'artiste de s'attarder trop longtemps en fait et de s'exposer à des interactions importunes. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que c'est l'expérience féminine de l'espace public qui va déterminer la pratique et non l'inverse. Donc, c'est quand même assez intéressant. Vous en avez un exemple. J'avais été faire ça dans la rue et j'avais fait des collages aussi pour que ça aille vite. Je m'intéresse aux petites choses que je peux déposer à droite, à gauche, parce que c'est plus simple et plus discret et on ne va pas me voir, on ne va pas m'embêter, on ne va pas me déranger. Enfin, la troisième stratégie, donc, qui est assez répandue, qui là, dans les focus group, a concerné à peu près la moitié des femmes interrogées, bah, c'est de ne pas intervenir seule dans la rue. C'est une stratégie d'évitement, hein, en fait, qui cherche à se soustraire en fait aux violences de genre. Et là, ben, ça va être du coup peindre avec un homme, en général dans le cadre d'un duo qui est composé avec le conjoint de l'artiste concerné, ou dans le cadre de collectifs, et du coup, en tout cas, d'afficher son appartenance, entre guillemets, hein, je reprends le terme de Bourdieu dans la domination masculine, d'afficher son appartenance à, du coup, un protecteur masculin, ce qui évite, du coup, d'être confronté, en fait, à ce genre de situation. Nous pouvons passer à la slide suivante. Alors, dernier type de difficulté. Donc, on a vu des difficultés qui étaient liées du coup à l'assignation des femmes à la charge de travail domestique et familial. On a vu qu'il y avait des difficultés qui étaient liées à l'espace public et à ça, au fait que du coup, c'est un ordre sexué dans la ville qui du coup limite en fait la présence des femmes dans l'espace public. Et là, donc le dernier point qu'on va voir, c'est effectivement regarder plutôt les causes des blocages des carrières des femmes au prisme un peu de l'histoire et des fonctionnements et des cultures professionnelles en présence qui vont contribuer à rejouer en fait d'une certaine manière une exclusion des femmes. Alors, quand on interroge notamment les diffuseurs et les diffuseuses sur cette question de pourquoi y a-t-il si peu de femmes finalement artistes dans l'art urbain, un des premiers arguments qui est utilisé, c'est souvent l'argument du vivier.
l'argument du vivier, c'est-à-dire de dire, ben, en fait, on n'arrive pas à programmer de femmes parce qu'il n'y en a pas assez, en fait, elles ne sont pas très nombreuses. Et en fait, en regardant un peu ce qui s'était dit dans les entretiens, je me suis rendu compte que en fait, l'histoire de l'art urbain, elle est vraiment racontée quand elle est évoquée comme une histoire d'homme. C'est-à-dire, c'est beaucoup une histoire d'homme avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, des pratiques de sociabilité masculine, régies par des codes de virilité, donc la force physique, la prise de risque, l'héroïsme, la compétition, la performance, la défiance. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, les femmes font vraiment figure d'exception ou d'intruse. En fait, on voit que c'est vraiment le collectif masculin et c'est pas seulement une pratique artistique, c'est aussi une pratique de sociabilité masculine. Ce qui est raconté aussi, en fait, de cette histoire-là, c'est que finalement, face au rejet du marché et des institutions qui ne savaient pas très bien quoi faire en fait de ces pratiques à la fois illégales et contextualisées, bah, finalement la communauté des artistes et donc principalement des hommes se sont auto-organisés et du coup c'est ça qui a été vraiment à l'origine de la structuration de l'art urbain, en tout cas la manière dont c'est raconté. Donc se sont auto-organisés pour du coup ouvrir des espaces d'autoproduction et des espaces d'autodiffusion en fait de l'art urbain. Et ce récit majoritaire, ce qui est intéressant, c'est que finalement, j'ai dû relire plusieurs fois les entretiens pour voir en fait les trames d'un autre récit finalement qui émergeait aussi des entretiens. Mais ça reste quand même un récit qui est majoritairement celui de l'art urbain et qui relègue au second plan finalement d'autres récits d'intervention dans l'espace public, comme par exemple celui des slogans politiques et féministes de mai 68, qui a été par exemple cité par une personne, ou bien celui évidemment des pionniers et des pionnières du street art dans les années 80 et même avant. Mais du coup, ces récits-là, ils apparaissent vraiment très peu finalement, globalement, dans un peu la manière dont le récit, en fait. Et donc, il y a un récit qui est très viril finalement de l'art urbain. Et dans ce contexte, en plus, du coup, avec un entre-soi masculin qui est renouvelé finalement par la cooptation. Et dans ce contexte, en fait, je me suis posé une question, mais c'est intéressant parce que je crois que Ise, tu l'as évoqué tout à l'heure. Du coup, il y a un truc qui m'a un peu frappé finalement au fil de l'exploitation des entretiens, c'était un peu cette idée que l'arrivée plus massive des femmes à partir des années 2015 fait émerger une sorte d'un peu de concurrence comme ça des minorités. Donc, il y aurait d'une part une minorité qui serait la minorité des artistes masculins, pionniers, autodidactes, anti-institutions, vandales et issus du graffiti, ou en tout cas qui se perçoivent ou qui sont perçus comme tels. Puis de l'autre, il y aurait la minorité des artistes femmes, mais qui, elles, seraient plus novices, passées par des écoles d'art, un peu opportunistes, issues du street art, ou en tout cas issues comme telles. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a comme ça une espèce de... Alors, évidemment, vous êtes d'accord que ce récit, il est totalement parcellaire et caricatural, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il structure quand même les relations au sein de l'art urbain. Et donc, c'est... Voilà. Je pense que je passe un peu vite, je suis désolée parce qu'en plus, c'est des points importants, mais voilà, je passe un peu vite. Autre argument, en fait, qui est souvent déployé, en fait, pour justifier pourquoi les femmes sont peu nombreuses à œuvrer dans l'art urbain, c'est l'argument de la qualité artistique. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressée, la qualité artistique, parce que en fait, les critères d'évaluation esthétique ne sont en fait jamais explicités. C'est-à-dire la qualité est toujours un peu déployée comme ça, comme un parapluie. C'est la qualité. Mais ça veut dire quoi la qualité? En fait, personne ne l'explicite jamais. Ça, c'est très intéressant. Et en fait, elle apparaît un peu comme une valeur comme ça, un peu transcendantale, la qualité, une valeur universelle qui est coupée en fait des processus finalement on va dire, sociaux et historiques qui construisent en fait les références et construisent le jugement esthétique. Et ça, c'est assez intéressant. Mais quand on creuse un petit peu, en fait, on se rend compte que les entretiens, ils révèlent quand même que les productions féministes, certaines en tout cas productions féministes, peuvent être dévalorisées dès lors qu'elles sont jugées trop typées féminines ou trop girly. Donc, dès lors qu'en fait, l'univers paraît trop féminin.
ce qui n'est pas vrai pour l'inverse, en tout cas pas dans les entretiens. Je ne dis pas que dans l'absolu, ce n'est pas vrai, mais en tout cas, voilà. Et les femmes, on voit aussi, autre point, du coup, c'est qu'elles sont considérées comme moins crédibles, moins susceptibles de constituer un investissement rentable sur le marché de l'art. Et du coup, finalement, les artistes qui font les plus gros chiffres sur les ventes d'œuvres, ça reste très majoritairement des hommes. Vraiment, s'il y a une femme, elle fait vraiment figure d'exception et en plus, elle est morte. Voilà. Alors, concrètement, en fait, cette dévalorisation des productions féminines, elle se traduit par des écarts de revenus entre les femmes et les hommes, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque les femmes vendent moins bien leurs œuvres en galerie en particulier, donc leurs revenus principaux sont plutôt les revenus de commande. Vous voyez que la dévalorisation du féminin, elle se lie aussi, ça c'est intéressant, dans l'infériorisation et le défaut de reconnaissance des femmes, donc jugées moins persévérantes ou moins capables sur le plan des tâches physiques qui vont requérir par exemple de la force. Et ça s'exprime par un sexisme qui est plus ou moins bienveillant. Je dis plus ou moins bienveillant parce que là, vous en avez une illustration. Oh, bah non, tiens, je vais t'aider à porter tes trucs. Ça, c'est plutôt une forme de sexisme bienveillant, mais des fois, ce n'est pas toujours bienveillant. Et ça peut aboutir effectivement à, comme l'exprime la personne interrogée, à un sentiment d'être délégitimé, en fait, parce que, voilà, soupçonné, en fait, de ne pas savoir faire. Lorsqu'elles gagnent en notoriété aussi, les femmes, elles sont aussitôt soupçonnées de devoir en fait leur notoriété à des faveurs sexuelles ou alors de devoir leur succès au seul fait d'être une femme. Ça, c'est rapporté aussi par les entretiens. Et ça, c'est un peu ce que Catapolite avait nommé, donc, qui est une journaliste qui travaille dans le domaine donc des œuvres de fiction. Elle a nommé le syndrome de la Schtroumpfette. Donc, le syndrome de la Schtroumpfette, en fait, c'est le fait de finalement, quand la femme qui réussit n'est considérée qu'à travers le prisme de son sexe et pas à travers, voilà. Donc, en fait, autant les hommes ont des qualités, des spécificités. La femme, si elle est reconnue, c'est parce que c'est une femme. Voilà, la femme. Voilà, l'essentialisation comme ça de la nature féminine. Donc, 52% quand même des femmes ont du coup déclaré être confrontées à la dévalorisation ou à la mise en doute de leur professionnalisme, ce qui veut donc dire qu'elles sont face quand même à un défaut de reconnaissance. Donc là, je vous ai choisi quelques verbatims. Vous verrez dans l'étude que les verbatims, donc les extraits d'entretien qui témoignent de ces phénomènes-là, sont massifs. Ce n'est pas juste un exemple que j'ai pris, et d'ailleurs, j'ai un peu galéré pour trouver ceux qui étaient les plus parlants, parce que en fait, je ne savais pas lesquels choisir. Ouais, je n'ai plus de feuilles. C'est sûrement. Voilà. De toute façon, j'en ai pas vraiment besoin. On peut. Alors, les deux derniers points, c'est aussi que on voit que les femmes ont été socialisées aussi à la modestie, au souci des autres, et du coup, elles se ont incorporé aussi en partie cet habitus d'autodépréciation. Donc, vous voyez que du coup, là, elles se posent aussi beaucoup de questions sur pourquoi, et ça, c'est un terme qui revient tout le temps, elles ne se sentent pas légitimes en fait dans l'art urbain. Et le dernier point que je vais aborder très rapidement, c'est la question de l'invisibilisation du corps féminin, c'est-à-dire qu'on voit que dans l'écosystème de l'art urbain, souvent le corps de l'artiste, il est présenté comme un corps asexué, un corps neutre, un corps masculin neutre, on pourrait dire, puisque en fait les questions du corps féminin et notamment la question des menstruations sont en grande partie un impensé en fait dans le milieu, et les femmes, pour le coup, en entretien, elles se sont vraiment saisies de cette question et elles se sont vraiment réappropriées cette question du corps aussi, qui n'est pas une question annexe, mais qui est une question aussi centrale dans leur possibilité de pratiquer. Nous pouvons slider. Alors, dernière diapo, enfin avant-dernière diapo, mais l'autre, la précédente, la dernière diapo est plutôt une diapo, comment dire, pour enrichir les discussions de cet après-midi.
C'est donc sur les stratégies d'adaptation, encore une fois, que les femmes mettent en œuvre face aux normes masculines, voire viriles du milieu. Donc là, moi, en tout cas, j'ai repéré 3 stratégies d'adaptation. La neutralisation du féminin ou le camouflage de genre. Donc là, en fait, ça consiste à surtout minorer en fait son caractère féminin, mais tout en se virilisant pas trop, parce que du coup, si on se virilise, on peut apparaître comme une menace pour les hommes. Donc, par exemple, ça va s'exprimer à travers le fait, les femmes, elles sont obligées de s'aligner en fait sur les normes masculines, donc elles vont se former, elles vont acquérir des compétences partagées, par exemple passer son permis nacelle, savoir monter un échafaudage, mais sans trop non plus se montrer viril, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps refuser si un homme te propose de l'aide, parce que sinon tu aurais l'air trop viril et du coup tu pourrais être une menace. Et puis il y a un autre endroit où ça transparaît aussi bien, c'est dans le fait d'utiliser des blazes qui camouflent en quelque sorte, qui neutralisent leur identité féminine. Donc là, on le voit bien dans ce verbatim, c'est d'avoir un aspect de neutralité dans les sujets, dans les manières de poser, dans les formes choisies aussi. J'ai créé un personnage que je mets en scène dans plein de situations, plein de contextes, et du coup, ce personnage n'a pas de visage parce que je ne voulais pas le genrifier. Un truc un peu universel finalement dans ses caractéristiques, parce que le point de départ a surtout été le fait de ne pas être féminisé par rapport au code que je pourrais utiliser, que ce soit la colorimétrie, que ce soit les formes. Donc là, on voit, hein, ça renvoie directement à la question de la dépréciation en fait, des productions féminines, et qu'il ne faut pas avoir l'air trop afficher son identité féminine. Ce qui ne veut pas donc, c'est tout un jonglage quand même pour les femmes qui, malgré tout, pour nombre d'entre elles, défendent en fait de produire, enfin en tout cas de créer un female gaze, c'est-à-dire un regard féminin sur le monde, mais sans, donc c'est un espèce de jeu d'équilibrisme, mais sans avoir l'air trop féminine pour que du coup on va dire les productions ne soient pas dépréciées. Deuxième stratégie, c'est le syndrome de l'imposteuse ou la surperformance. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien pour les femmes qui travaillent dans les milieux masculins. Dans les milieux masculins, ça peut être pour la police, l'armée, la recherche ou chez les ingénieurs, par exemple, ça a été démontré. En fait, du coup, les femmes vont chercher à prouver leur capacité, notamment pour démentir les stéréotypes et sur les aptitudes féminines. Et donc, ce phénomène, en fait, du coup, leur peur, hein, que j'évoquais tout à l'heure, d'être illégitime, va les pousser en fait à redoubler d'efforts pour se prouver à elles-mêmes, mais aussi au milieu dans lequel elles interviennent, qu'elles sont aussi capables que les hommes. Sauf que, évidemment, vous voyez bien, ça a un coût, c'est-à-dire que relever indéfiniment les défis de la compétence et de la disponibilité, quand en plus on a en charge la majeure partie de la charge du travail domestique et qu'on se heurte à des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public, il y a un moment donné où on ne peut pas toujours tenir. Donc, la surperformance en général, là, pour le coup, elle est plutôt rapportée par des artistes jeunes, les artistes qui durent dans le milieu. Évidemment, elles ont du mal à tenir la surperformance, ou plutôt elles ont du mal à tenir avec la surperformance. Dernier point, ce que je ne vais pas développer, puisqu'on l'a déjà évoqué au sujet du coup des stratégies dans l'espace public, c'est le travail en couple ou la protection masculine qui présente des avantages, on l'a vu, donc effectivement, la protection, le fait de pouvoir compter sur son conjoint à certains moments quand on est en coéducation en duo, où il y en a un qui peut aller chercher l'enfant pendant que l'autre continue à travailler. Mais il y a aussi évidemment des désavantages, notamment ça renforce la division sexuelle du travail, ça je ne vais pas le développer, mais en tout cas je l'ai observé, et puis la dépendance aussi à l'égard du conjoint, sans compter le risque d'invisibilisation de la contribution des femmes au duo ou au collectif. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Peut-être, en fait, après j'ai une dernière slide, mais peut-être on peut la... Je ne sais pas s'il y avait des questions, ou alors je fais la dernière slide et après on fait les questions. OK. Donc, en fait, quand même, du coup, on peut passer la dernière slide. En fait, on a quand même pu repérer, en fait, grâce à cette étude, qu'il y avait quand même des actions pour plus d'égalité qui étaient menées au sein de la fédération. Et du coup, c'est important du coup, de
les identifier pour aussi cet après-midi réfléchir aux préconisations et aux pistes de travail. Vous voyez que du côté des diffuseurs, il y a des diffuseurs et des diffuseuses qui mettent vraiment en place un accueil hospitalier pour les femmes, avec des toilettes, on l'a évoqué, mais avec un vestiaire séparé aussi, avec des espaces repos, avec aussi voilà, des déjeuners conviviaux où du coup les femmes elles sont pas toutes seules, ouais, qui peuvent aussi aller faire des petites courses, etc. Donc ça c'est un accueil hospitalier pour les femmes, mais qui de la vie générale bénéficie aussi aux hommes. La prise en compte aussi des contraintes familiales des femmes artistes quand elles sont en résidence ou en déplacement. Et là, on a quelques, je dirais, expériences particulièrement innovantes. Enfin, innovantes, pas tant que ça, parce que ça existait déjà dans les années 70, mais bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la garde d'enfants, par exemple, vous savez que les universités dans les années 70 avaient des crèches, enfin des haltes garderies, elles n'en ont plus. Donc là, c'est plutôt un retour en fait à des solutions de garde d'enfants, par exemple, sur le lieu de résidence, ou même un témoignage qui a du coup évoqué en fait une proposition de scolarisation des enfants de l'artiste concerné le temps de la résidence. Donc ça, c'est du coup des solutions plutôt autour de la prise en compte des contraintes familiales des femmes. Création d'événements consacrés aux femmes. Donc, ça a été évoqué dans la salle. Il y a des personnes qui, du coup, sont pionnières dans ce milieu-là. Donc, plutôt, alors, quand je dis en non-mixité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de mixité, mais en tout cas, voilà. Des expos, des festivals, évidemment, 100% féminins. La mise en place aussi de politiques de quotas, donc atteindre ou dépasser la parité dans les programmations, mais aussi, on l'a évoqué, à travers les aides EGA conditionnelles qui parfois viennent un peu forcer la main du coup des structures dans cette recherche de parité. Alors, ces deux points quand même, je le dis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la prise en compte, la création d'événements consacrés aux femmes et la mise en place de politiques de quotas font l'objet de débats, en tout cas, au sein de la fédération. Ces débats, ils sont retrouvés aussi dans les groupes de travail. Donc, je ne vais pas les rejouer, puisque de toute façon, cet après-midi, vous aurez peut-être l'occasion de les reposer. Il y a aussi, du coup, dans les mesures pour redonner de la visibilité aux femmes, la constitution de bases de données d'artistes femmes d'art urbain, et notamment des artistes locales, qui, du coup, on l'a vu, sont plus précaires, plus en précarité que les autres. L'accompagnement des femmes à la création dans l'espace public. Donc là, il y a aussi des structures de diffusion qui insistent sur, comme on l'a dit, en fait, le passage des femmes dans leur parcours du graphisme, de l'illustration, de la scénographie à une pratique dans l'art urbain, et du coup, qui se propose d'accompagner en fait cette transition en fait ou ce basculement des femmes dans l'art urbain en leur proposant en fait de s'entraîner donc avec des murs accessibles, avec du matériel à disposition qui du coup leur permet de basculer progressivement en fait dans une nouvelle pratique sans avoir à du coup acheter beaucoup de matériel, etc. Ensuite, on a aussi de l'accompagnement technique qui est fait en général aussi bien pour les femmes que pour les hommes et qui est donc la mise à disposition d'une équipe technique, ce qui est d'autant plus important, je ne l'ai pas évoqué parce que je n'ai pas pu tout évoquer, mais pour les artistes qui avancent en âge et qui à un moment donné aussi ne peuvent plus physiquement, donc que ce soit les hommes ou les femmes, forcément du coup absorber ces contraintes physiques en fait imposées par exemple les murs de grand format. Et puis l'emploi régulier d'artistes femmes dans les projets socioculturels de manière à lutter contre les stéréotypes, à encourager la pratique des jeunes filles et des adolescentes, des enfants et des adolescentes, des jeunes filles, fillettes, des adolescentes plutôt. Et puis, enfin, dans les mesures aussi que j'ai pu repérer, qui sont prises aussi par les structures de diffusion, il y a en tout cas une structure de diffusion qui a mentionné avoir été formée au harcèlement de rue, de manière à pouvoir intervenir à propos, en fait, auprès des femmes qui seraient susceptibles de subir ça dans le cadre de leur programmation. Et puis, une féminisation des instances dirigeantes, le CA Le Bureau, qui, de la vie générale, favorise quand même aussi l'introduction d'un autre regard en fait dans le projet associatif et la venue des voilà. Et puis du côté des artistes, ont été mentionnés du coup la mutualisation d'ateliers entre femmes, c'est-à-dire cette idée aussi de
finalement pouvoir travailler entre femmes et renforcer un peu le soutien mutuel. Et puis des mises en réseau et des solidarités féminines qui sont soit déjà existantes, soit souhaitées, que ce soit en termes d'échange de pratiques ou de collaboration artistique. Je crois que je suis arrivée au bout. Alors, j'imagine qu'il y a des questions et je ne sais pas jusqu'à quelle heure on peut... Après, ouais. Merci. Je rebondis tout de suite sur, sur les propositions d'action, puisque hier, on a fait l'Assemblée générale et que le conseil d'administration a été élu. Prochainement, le conseil d'administration se réunira pour choisir la présidence de la fédération, qui est présidée par un homme depuis sa création. Et donc, ça pourrait être un beau signal si une femme était candidate pour la présidence et si elle était élue. Voilà. Belle transition. Oui, juste sur l'aspect de la temporalité, je sais qu'il y a beaucoup de sujets et vous l'avez un peu mentionné là, mais je pense qu'il y a la question aussi de la temporalité hormonale et du vieillissement des femmes et des femmes artistes. Parce que généralement, dans la sphère sociale, quand on vieillit, on arrive dans un niveau de prestige social qui ne s'applique pas trop aux femmes, non seulement parce qu'elles sont jetables, parce qu'elles deviennent moches et donc moins utilisables en tant qu'objet sexuel. Et puis, il y a effectivement, je pense, une vraie difficulté en termes de santé parce que passer des périodes de la ménopause, il y a, il y a des contraintes physiques claires. Et pourtant, les femmes artistes, souvent, ne vont pas avoir de retraite, donc elles continuent à travailler. Et donc, je sais que j'ai entendu des études là, sur les revenus des femmes passées la cinquantaine, la soixantaine, et qui deviennent des aidantes et qui voient leurs revenus baisser énormément, des retraites assez vilaines, puisqu'elles ont éduqué leurs enfants lors de leur professionnalisation. Et du coup, je me disais, est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier la question? Alors, en fait, la question, en fait, sur les focus group, alors, sur le questionnaire, en fait, les répondantes avaient entre, j'ai oublié, 23, je crois, et 66 ans pour la plus âgée. Je ne vous ai pas montré la répartition des âges, mais du coup, on avait assez peu de femmes de plus de, en tout cas, parmi les répondantes de plus de 50 ans. Pour ce qui est des... Donc, du coup, on ne peut pas isoler, en fait, le niveau de revenu de ces femmes-là par rapport aux autres, en fait, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses statistiquement. Et après, pour ce qui est de la question de la ménopause, ça n'a pas été évoqué parce qu'en fait, les femmes les plus âgées qu'on a eues en focus group avaient, je crois, 47 ans. Donc, c'est plus l'âge de la périménopause, on va dire, que de la ménopause. Mais par contre, ça a quand même été évoqué sur la question du vieillissement et du coup des capacités physiques. Et notamment, mais je ne l'ai pas évoqué parce que je ne pouvais pas tout traiter et tout présenter, mais notamment la possibilité de prendre un assistant ou une assistante en fait quand on vieillit. Et ça peut aussi être une piste pour d'ailleurs certaines, je l'ai dit, structures mettent à disposition des équipes techniques, donc avec la possibilité de créer une assistance. Mais en tout cas, oui, c'est un point important avec l'avancée en âge. Alors pour les femmes, bien sûr, mais aussi dans une moindre mesure pour les hommes. Oui. Mais après, on n'a pas pu l'explorer beaucoup plus. Voilà, on a comme je le disais, on a un âge médian plutôt jeune, 38 ans. Donc, en fait, ces questions liées au vieillissement, elles ont plutôt été abordées en focus group et sur la question du muralisme, en fait. Je me permets de réagir. Je suis là. Sarah. Alors, merci pour toutes ces données. Ça donne envie de réagir à chaque slide et à chaque phrase. On le fera plus tard. Du coup, j'en profite en prenant ce micro pour vous inciter fortement à rester avec nous cet après-midi, puisque justement, beaucoup de ces points vont être abordés en atelier. Donc, vous allez justement pouvoir exprimer un peu ce que vous ressentez vis-à-vis de tout ça, vos vécus personnels
et nous aider à étoffer des axes de travail pour avancer, parce que c'est bien trop de poser des constats, c'est déjà très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Donc, vous, on a besoin de vous pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et puis, la petite chose que je voulais aussi signaler, c'est la question des œuvres qui sont proposées. Et on a souvent ce débat sur qu'est-ce que les femmes peignent. Et ça, c'est un grand sujet de débat au sein des structures. Et c'est vrai qu'il y a aussi la question de la représentation de ce qu'on va faire dans l'espace public. Moi, je travaille avec quelques artistes femmes qui militent pour représenter des femmes dans l'espace public. Mais il y a cette notion, notamment, moi, j'ai travaillé sur la représentation dans les statuts. Qu'est-ce qu'on représente comme team de femmes dans l'espace public? Bah, très souvent, ce sont des muses et comment dire, des représentations mythologiques, etc. Mais les femmes réelles sont très peu représentées. Donc, il y a aussi cette notion de qu'est-ce qu'on veut montrer dans l'espace public et de quoi on s'empare en termes d'image et de représentation dans l'espace public. Je pense que ce sont également des sujets sur lesquels on pourrait discuter. Et ce sont des sujets qui sont abordés dans l'étude. Mais bon, j'ai dû faire un peu des choix. Encore une fois, c'est tellement dense que… J'avais une question aussi. Je ne sais pas si ça a été abordé dans l'étude et si vous avez des éléments à ce sujet-là, mais sur la question de la race, est-ce que vos échantillons étaient essentiellement blancs ou blanches en l'occurrence pour les artistes? Est-ce qu'il y avait quand même de la diversité? Est-ce que le racisme était quelque chose qui a été vécu ou qui a pu jouer et influencer les pratiques de création des femmes artistes? Alors, pour ce qui est du questionnaire, on n'a pas le moyen réellement de savoir, puisque du coup, le questionnaire était, enfin, les femmes pouvaient indiquer leur nom, mais il n'y avait pas de questions qui portaient effectivement, du coup, sur la race, et il n'y avait pas non plus, comment, en tout cas, dans le questionnaire, il y avait la possibilité de rester anonyme aussi dans le questionnaire, donc. Voilà, c'est une vraie question, hein, la question d'intersectionnalité, une vraie question. Mais en même temps, là, déjà, c'était très, très vaste à traiter. Donc, en fait, on ne l'a pas abordé. Dans les focus group, on a pu avoir un peu de mixité, raciale, des focus group. Pas énormément, mais un petit peu. Mais en tout cas, les femmes qui étaient présentes n'ont pas témoigné. Enfin, elles se sont vraiment concentrées sur la question du genre et elles ne sont pas allées du coup sur le versant d'autres discriminations, bien que, voilà, c'est tout à fait.